On est aujourd'hui le 11 septembre 2016, donc 15 ans après les tragiques événements que tout le monde connaît. Les attentats du 11 septembre marquent le début d'une ère nouvelle pour notre monde. L'Amérique, évidemment, au premier plan, n'est plus tout à fait la même. On peut dire qu'il y a une sorte d'état de guerre permanent. Oui. Hein? D'accord. Ok. Donc, état de guerre depuis 2001. Toute une génération de jeunes Américains sont partis combattre en Irak, en Afghanistan. La ville de New York a été particulièrement marquée. Le sujet résonne aussi pour nous, Français, d'une façon particulièrement douloureuse depuis quelques temps. Mais le 11 septembre reste aussi, pour les écrivains, un sujet littéraire et un objet de réflexion. Alors on va voir aujourd'hui avec nos 4 invités comment on peut écrire, penser le 11 septembre, avant, après, et la ville de New York. Donc pour ce débat, nous accueillons Molly Prentice, qui est l'auteur de New York, Esquisse nocturne, un livre qui est sorti chez Calman Levy très récemment. Nous accueillons Edith Joyce pour Les Petites Consolations, qui est sorti chez Rivage. Ben Lerner pour 10h04 aux éditions de l'Olivier. Et puis 13 façons de voir de Colum McCann, qui est un recueil de nouvelles. On va commencer avec vous, Molly. Vous avez grandi à Santa Cruz, en Californie. Vous êtes diplômée d'une maîtrise de Creative Writing. Vous avez publié un certain nombre de nouvelles avant d'écrire votre premier roman qui est sorti aux États-Unis en 2016 et qui rencontre un joli succès critique. Vous vivez maintenant à Brooklyn. J'ai cru comprendre que ce n'était pas le cas en 2001. Oui. Right, so I grew up in Santa Cruz, California, which is a small beach town on the West Coast. And I was actually there, I was only 16 years old when 9/11 happened. And I was driving to school and I heard the news. J'ai grandi à Santa Cruz jusqu'à l'âge de 16 ans. Et j'avais 16 ans lorsque la tragédie s'est passée. And it was actually just a few days after my grandmother had passed away. Okay. And I remember this feeling of, it was a very surreal experience to hear that this massive tragedy had happened across the country when this massive tragedy had happened in my own life. And sort of juxtaposing those two was really confusing. C'était donc quelques jours après que ma propre grand-mère a rendu l'âme et le fait d'être confronté à cette tragédie a multiplié les faits et ça devenait presque surréaliste. Alors, votre livre, la particularité de ce roman, c'est qu'il ne se passe pas du tout pendant les événements du 11 septembre. Il se passe, comme son nom, le titre original l'implique, au début des années 80, à New York, dans la communauté artistique et littéraire de Downtown. Il y a 3 personnages qui vont se croiser. Raúl Engales, qui est un peintre argentin en exil, qui va attirer assez rapidement l'attention de James Bennett, qui est un critique d'art en vogue du New York Times, qui a la particularité, ce monsieur, d'être atteint de synesthésie, c'est-à-dire cette faculté étrange de voir les mots en couleur, vous savez, d'associer des sens particuliers aux mots. Donc ça lui donne un talent très particulier pour ce métier de critique d'art. Tandis que l'ascension de Raúl Engales entraîne James sous les projecteurs, il va y avoir une tragédie qui va
les frapper qu'on ne va pas révéler ici. Et c'est ici qu'intervient Lucy, qui est une jeune fille qui arrive de l'Idaho, pleine de candeur, et qui arrive à New York et qui va découvrir ces deux personnages et être lié à eux d'une façon qu'on ne va pas vous raconter ici. Molly, je sais que vous étiez un petit peu anxieuse à l'idée de participer à cette table ronde parce que vous ne vous sentez pas forcément la personne la plus appropriée pour ce débat. Mais on tient à vous rassurer, on ne va pas parler aujourd'hui vraiment des géopolitiques, mais vraiment de votre regard d'écrivain. Alors, ma première question, c'est pourquoi les années 80 ? Pourquoi le milieu de l'art ? Qu'est-ce qui vous fascine dans cette thématique à New York ? So I read this thing recently that we often have a sort of cultural nostalgia for the last era that was sane. Oui, j'ai lu quelque part qu'on a on éprouve une certaine nostalgie pour la dernière décennie en date. And of course, there were many insane things that were happening in the 1970s and 80s. Et il y avait des choses complètement incroyables et loufoques qui se déroulaient dans les années 70 et 80. But I think that post 9/11, New York that is the most sort of insane thing that's happened to the state in a long time. La chose la plus incroyable qui s'est jamais déroulée, c'est ce qui s'est passé au lendemain du 11 septembre. And I think I was interested in exploring a world where artists and creative thinkers and storytellers and makers of things had sort of more space and more sort of availability for experimentation. J'étais intéressé par le fait que les artistes et créateurs de toutes sortes puissent explorer et avoir un droit à expérimenter dans toutes les matières et disciplines. Merci. Eddie Joyce, vous êtes né et vous avez grandi à Staten Island. Vous êtes diplômé de l'université d'Harvard. Vous avez été avocat pendant une dizaine d'années. Vous vivez aujourd'hui à Brooklyn, si j'ai bien compris, avec votre famille. Dans votre livre, Les Petites Consolations, vous portez un regard sur une famille en deuil. C'est la famille Ahmedollah. On est vraiment après le 11 septembre. C'est une famille qui est installée à Staten Island, donc un petit peu en retrait par rapport à Manhattan, une famille italo-américaine. Et l'un des membres de cette famille, Bobby, le fils cadet, était pompier et est mort dans l'effondrement des tours jumelles. Donc évidemment, la nation lui a rendu hommage comme il se doit. Aujourd'hui, on est 10 ans après. Et ce livre questionne un petit peu justement cet après 11 septembre. Comment on se remet ? Est-ce qu'on peut se remettre d'un tel drame ? C'est un roman polyphonique qui va s'intéresser au personnage de Gail, la mère de Bobby, Tina, sa veuve, ses frères, Peter et Frankie. Donc tous ces personnages, on va suivre un petit peu leur trajectoire intime. Ils s'en sortent tous plus ou moins bien, en général pas très bien. Eddie, ma première question, ce roman, c'est d'abord l'histoire donc d'une famille, une famille qui est en deuil. Et j'ai cru comprendre que vous aviez hésité à introduire l'idée que ce deuil ait pu être la cause être lié au 11 septembre. Ça aurait pu être une autre catastrophe qui touche cette famille. Voilà. Comment ça s'est fait exactement ? Comment vous avez décidé que vous pouviez parler du 11 septembre ? So, where I'm from, Staten Island is sort of the forgotten borough of New York City. I describe it as the fifth of 5 boroughs. Alors moi, je viens de Staten Island et on dit un petit peu que c'est le quartier oublié de New York, un peu le 5e des 5 quartiers, donc négligé par le reste de la ville. And most of the people who live there, at least when I was growing up, were
working class or middle class people, and a lot of them worked for the city, cops, firefighters, teachers, or they took the ferry into the city to work as secretaries or business people. Et donc, dans ce quartier, c'était surtout la classe ouvrière ou la classe moyenne, la petite classe moyenne. Donc, il y avait des policiers, des pompiers, des enseignants qui allaient travailler en ville ou alors qui prenaient le ferry et également donc, allaient travailler en tant que secrétaire ou dans le monde des affaires à New York. And growing up there, you could actually see the towers in the distance as you drove from one part of the island to the other. Actually, the part I always remember driving through or being driven through is landfill, a huge garbage dump, which is what Staten Island was famous for when I was growing up. It was sort of the garbage dump of the city. Alors, en grandissant, en fait, on pouvait apercevoir les tours à l'horizon et en traversant l'île donc en voiture. Et je me souviens que un de mes souvenirs, en tout cas, en traversant l'île en voiture, c'était de voir une énorme déchetterie, un énorme amas en fait de déchets. So you had this very weird disconnect of feeling like you were the city, Manhattan, New York, was so close but so far away, and a lot of people on Staten Island sort of felt like exiles in their own city in some ways. Et en fait, on ressentait une dissonance tout à fait étrange entre donc, le fait d'être si près de Manhattan et de New York, de cette grande ville, et en même temps si loin. Et les habitants de Staten Island se sentaient en tout cas un petit peu comme des exilés dans leur propre ville. And on 9/11, Staten Island was affected very deeply. About roughly 300 people from Staten Island were killed. And it's not that big a community. So almost everyone, I'd venture to say everyone on Staten Island knows someone who was killed on September 11th. Et donc le 11 septembre a touché de très près Staten Island parce que près de 300 personnes ont été tuées lors de ces attentats. Et en réalité, c'est une petite communauté, donc presque tout le monde connaît quelqu'un qui a péri lors de ces attentats. So I worried about making the tragedy, I didn't want to be exploitive of the tragedy in any way in the writing, but trying to make it about something else in this situation, it seemed like avoiding the elephant in the room, deliberately avoiding something just because it would be difficult to write about. Alors j'étais inquiet d'exploiter cette tragédie à des fins donc d'écriture, mais en même temps, le fait de ne pas écrire sur cela, c'était un peu comme éviter le tabou dont personne ne veut parler. So last thing, Staten Island, you can still, 9/11 is still very much a part of the atmosphere on Staten Island. You can't walk into a bar or restaurant on Staten Island without seeing a poster that says, never forget 9/11, or a list of names, and many of them are people from the community. Le 11 septembre reste très présent à Staten Island, ça pèse sur l'atmosphère et on ne peut pratiquement pas entrer dans un restaurant ou dans un bar où il n'y a pas un poster affiché avec « N'oublions jamais » ou encore une liste de noms de personnes qui ont péri lors des attentats. Merci. Ben, vous êtes né au Kansas en 79. Votre premier roman, paru aux éditions de l'Olivier, Au départ d'Atocha, évoquait l'attentat de Madrid. C'est un petit peu le hasard de la programmation. Votre deuxième roman, donc 10h04, a reçu le prix Terry Southern de la Paris Review et a été extrêmement bien accueilli par la presse américaine. Le New York Review of Books a eu cette citation, même s'il n'écrit jamais rien d'autre du reste de sa vie, son livre appartient à l'avenir. Ça, c'est quand même pas mal. Vous enseignez la littérature à Brooklyn. Vous vivez à Brooklyn en ce moment? Oui. Alors, votre roman n'est pas autobiographique, mais à un moment, le doute est un petit peu permis. Il y a des points communs entre vous et votre narrateur, qui déjà s'appelle Ben, qui est un trentenaire de Brooklyn et qui a connu un certain succès avec son premier livre. Donc, vous voyez, on n'est pas
totalement éloigné de vous. Il est censé écrire son deuxième livre, mais le syndrome de la page blanche le tenaille. Et puis en parallèle, il a un certain nombre de difficultés personnelles. On vient de lui diagnostiquer une maladie cardiaque dont on ne sait pas trop si elle est grave ou pas. Il a une relation un petit peu tortueuse avec sa meilleure amie qui voudrait qu'il fasse un don de sperme pour elle parce que bon, ils s'aiment beaucoup, mais ils n'ont pas envie d'être ensemble. Mais elle voudrait un enfant. Donc notre Ben erre un petit peu dans New York, il est à un carrefour de son existence et le livre se passe un petit peu entre l'ouragan Sandy et l'ouragan Irene, qui sont deux ouragans qui ont vraiment failli être dévastateurs pour New York. Ils sont passés un petit peu au large, ça n'a pas été aussi grave que prévu. Mais voilà, on est entre ces deux catastrophes. Et ma première question, Ben, c'est est-ce que votre livre n'est pas un livre qui finalement dit quelque chose qu'on savait déjà sans le savoir, mais est-ce que ça ne nous fait pas apparaître de façon plus criante le fait qu'on est perpétuellement en fait dans l'attente d'une catastrophe? Yeah, I think it is doing that. I mean, I think that there's a way in which the stories you tell about the future determine the texture of the present, and one of the ways that terrorism is so effective is that it makes a city feel fragile, long after it takes place. There's also a way in which collective disaster produces a moment of collective possibility, like when a city feels threatened by a storm. There are a few days in which suddenly all of the kind of boundaries that separate people come down. So there's like a glimmer of social possibility as a result of a threat that encompasses everyone. Alors oui, ce que vous dites est vrai, on est quelque part toujours dans l'attente du prochain désastre. En fait, c'est la manière dont on parle du futur qui donne une certaine texture au présent. Et c'est pour cela que le terrorisme, finalement, la narration autour du terrorisme nous fragilise dans le présent et nous fragilise bien après que les événements soient passés. On voit qu'à chaque fois qu'il y a un désastre collectif, qu'il y a la potentialité d'un désastre collectif, un renouveau collectif, comme un rassemblement des bonnes volontés à l'approche d'un ouragan, on voit une étincelle de bonne volonté, une étincelle de travailler ensemble, mais cela, très souvent, s'éteint aussi rapidement que c'est apparu. But we also know, thinking about September 11th, how quickly, there are kind of two events. There's September 11th with the horrible destruction in specific communities, and then there's the image of September 11th and the way that image has been used to mobilize a lot of other kinds of destruction. The war in Iraq and everything that's spiraled out of that disastrous foreign policy. So I think in a novel, it's both about, for me, I'm interested in how changes in historical, like large-scale changes in historical period get registered on the body of characters and how they infect or inflect relationships. But I'm also interested in how the novel as an art form can kind of talk back to the kind of spectacularized image of a disaster and try not to just kind of buy into the patriotic fervor that's then used to marshal other kinds of tragedy and destruction. Alors le 11 septembre, en fait, ce sont deux éléments distincts si on regarde bien. Il y a le 11 septembre en tant que fait, la destruction des tours jumelles, et puis il y a l'image du 11 septembre, le mythe du 11 septembre et toutes les conséquences que le 11 septembre a engendrées, comme la guerre en Irak, des conséquences guerrières, une politique étrangère tout à fait incompréhensible. Ce qui m'intéresse, moi, dans le travail sur le roman, c'est de voir comment ces grands événements historiques, ces grands changements affectent les personnages non seulement dans leur vie individuelle, mais également dans leurs relations, et également de voir comment le roman peut prendre le contre-pied de l'image, du mythe, de ce que l'on
affuble autour de l'événement en essayant de prendre le contre-pied et de remettre les choses à leur place quant à ce que cet événement a réellement constitué. Faire l'anti-propagande. Merci. Colum McCann, vous êtes né en 65 à Dublin. Vous vivez, vous aussi, aujourd'hui à New York, si je ne m'abuse. Vous êtes l'auteur de 2 recueils de nouvelles et de 6 romans. Celui qui a peut-être scellé votre histoire d'amour avec le lectorat français, c'est Que le vaste monde poursuive sa course folle, qui est prix littéraire du Festival de Deauville, élu meilleur livre de l'année par le magazine Lire, et aux États-Unis, lauréat du très prestigieux National Book Award. Vous revenez aujourd'hui avec un recueil de nouvelles qui s'appelle 13 façons de voir. Le titre est inspiré par la première de ces 5 nouvelles. C'est une histoire, c'est presque un petit roman en soi, hein, cette première nouvelle, parce que c'est 170 pages. Ça se passe à New York et ça met en scène un vieux monsieur qui jette un regard nostalgique sur sa ville. On a aussi dans ce recueil une nouvelle d'un écrivain qui imagine la vie d'une militaire en Afghanistan et qui, pour la Saint-Sylvestre, va essayer de téléphoner à son amoureuse. Et puis, bien sûr, il y a ce livre que j'ai évoqué, ce roman qui reste très présent dans les esprits, et Que le vaste monde poursuive sa course folle, qui s'ouvre en 1974 sur l'exploit insensé que vous connaissez certainement de Philippe Petit, ce funambule qui a traversé sur un fil l'espace entre les 2 tours jumelles alors qu'elles venaient juste d'être construites. C'est un exploit qui a fait l'objet d'un documentaire et d'un film qui n'est pas très bon par ailleurs, mais passons. C'est un exploit qui agit comme un révélateur pour les nombreux protagonistes de l'histoire. Et c'est aussi une forme évidemment de métaphore de la condition humaine. On est toujours sur un fil. Et puis je pense aussi à votre premier livre traduit en France, Les Saisons de la nuit, qui est une histoire d'amour à New York. Alors, quel est votre rapport aujourd'hui à cette ville à laquelle vous avez consacré plusieurs ouvrages? Est-ce que, encore une fois, cette nouvelle qui ouvre votre recueil est encore une sorte de déclaration d'amour contrarié à New York? I mean, I suppose to like a city, you have to sort of hate it first, anyway. Je crois qu'avant d'aimer une ville, il faut commencer par la détester. And just thinking in terms of 9/11 and what Ben was saying, and Molly, and when we're talking about Staten Island in particular, Eddie, wasn't the place where they sifted through the ashes, wasn't that on Staten Island? And I think in many ways what we're doing nowadays is we're sifting through those ashes sort of permanently. Oui, en tout cas pour revenir au 11 septembre, je pense à ce que Ben vient de dire aussi, Molly, mais en particulier, Eddie, vous parlez de Staten Island, ce 5e quartier de New York. Est-ce que c'est pas là qu'on avait mis toutes les cendres des tours et où on a cherché au travers des débris tout ce qu'on pouvait récupérer? Eh bien, je crois que c'est ce que nous sommes tous en train de faire là. Nous sommes en train de chercher au milieu des débris pour voir ce qu'on en peut récupérer. It's a horrific image, but increasingly I find myself reluctant to even talk about 9/11. C'est terrible à dire, mais plus ça va, et plus j'ai de réticence à parler du 11 septembre. I don't know if it's sort of the embarrassment about what happened afterwards, or the anger about what happened afterwards, even if you take something like what happened in Iraq. Depending on who you talk to, there's anywhere from 2 to 5 Hiroshimas that took place in Iraq afterwards. And it feels to me that how can we talk only about September the 11th and not talk about all the things then that happened afterwards? So I find it increasingly difficult. I would have thought that it would have been easy 10, 15 years afterwards to think about it and to know exactly how I felt about it. It was easier, closer to the event than it is now. It's become more complicated for me.
Et j'ai de plus en plus de réticence et c'est de plus en plus difficile d'en parler parce que comment parler du 11 septembre sans parler de ce qui s'est passé ensuite, des conséquences que ça a eu, en particulier en Irak. Enfin, quand on pense à l'Irak, à ce qui s'est passé en Irak, il y a eu entre 2 et 5, selon les rapports des uns et des autres, entre 2 et 5 Hiroshima qui se sont passés en Irak. Alors, est-ce que j'ai du mal à en parler à cause de la gêne que je ressens à ce propos ou à cause de la colère que cela fait monter en moi, mais enfin, comment est-ce qu'on peut simplement se contenter de parler de ces 2 tours quand on voit les conséquences épouvantables qui en sont découlées. Donc voilà, j'ai de plus en plus de mal à parler du 11 septembre. C'était beaucoup plus facile d'en parler plus près de l'événement que maintenant. And we're in danger, as Ben says, of this sort of horrible backslapping. Because we got wounded, we can do whatever we want. Et on est dans ce danger, on est devant ce danger terrible que faisait remarquer Ben, de se donner des grandes tapes dans le dos et de se féliciter d'avoir survécu. So then my own personal narrative is, my father-in-law was in the building, he got out. But I'll just tell you a quick story about that. He got out and he came into that sort of glaucoma storm of debris that was coming down. And he came up to our apartment and he took off all his clothes and he threw them immediately in the garbage disposal. But he left his shoes there and the shoes were covered in dust. And I put them in a box and I kept them in my writing office. And then eventually I gave them to the museum, which is the 9/11 museum downtown. But I have no desire whatsoever to go down to that museum, or even, when I go down to the area, I don't even think all that much about 9/11. So it's a big, there's a lot of conflicting emotions going on for me when I think about it. Et pour en parler de manière un petit peu personnelle, mon beau-père était dans le coin, il était dans les tours, et il s'en est tiré, il s'est retrouvé dans cette espèce de brouillard glaucomeux de toute la poussière, du nuage de poussière après la destruction des tours, et il a réussi à remonter jusqu'à notre appartement, et quand il est arrivé chez nous, il a jeté par terre tous ses vêtements, et ensuite il les a jetés à la poubelle. Mais il a gardé les chaussures qui étaient là, ces chaussures qui étaient couvertes de poussière. Alors je les ai mises dans une boîte, et je les ai emportées dans le bureau où je travaille et où j'écris. Et elles y sont restées, et puis maintenant je les ai données au musée du 11 septembre qui est dans le sud de Manhattan. Mais je n'ai aucune envie d'aller dans ce musée. Et d'ailleurs, quand je descends downtown, je n'ai pas particulièrement de pensée pour le 11 septembre. Donc il y a vraiment des tas d'émotions conflictuelles en moi par rapport à cet événement et ce jour. Merci. Molly, votre roman s'ouvre sur une scène de réveillon. On est au moment du passage entre 79 et 80, qui est un moment où vous n'étiez pas encore né, de fait. Et alors, on se situe après la guerre du Vietnam, on se situe avant les années SIDA qui vont décimer une partie de cette communauté artistique. On se situe bien avant le 11 septembre encore. Est-ce que finalement cette période qui représente le couronnement d'une décennie d'activité artistique intense, la scène new-yorkaise, que ce soit au niveau de la peinture, de la musique, de la littérature, est-ce que c'est une sorte d'âge d'or perdu à vos yeux ? Can I speak about something else, actually? Is that okay? Sure. I think my book is sort of in a different place than what we're talking about here today. So I would rather sort of tell a different story, if that's okay. Yeah, sure. Okay. Je préfère raconter une autre histoire car mon livre se situe n'est pas exactement le propos du sujet de cette matinée. So I sort of want to talk about the importance of telling stories about tragedy and how important the act of telling is afterwards, sort of for the healing of a community. C'est important pour moi de relater la cicatrisation, de comment une communauté se remet
d'un grand impact ou d'une tragédie. And so my mother is a radio producer, and she makes radio stories for NPR in the United States. Ma mère travaille au National Public Radio aux États-Unis et elle est productrice. Elle organise, enfin, elle produit des émissions de radio. And the month after, in October, after September 11th happened, my mother opened a hotline that anyone could call. Anyone that was involved in the World Trade Center, they could call it and tell their sort of oral testimony about how they experienced the attacks. Et elle avait eu la présence d'esprit en octobre 2001 d'organiser un hotline, c'est-à-dire une émission consacrée à toutes les personnes qui avaient de près ou de loin été affectées par la tragédie. And it was so amazing, the types of stories that emerged out of the unlikely stories that emerged from this hotline. It was people like the metal workers, the Mohawk Indian metal workers who had built these iron towers into the sky, and their story. Parmi certains des témoignages, il y avait les constructeurs de métaux qui ont donc donné des témoignages fascinants sur ce qui s'était passé. Or the people who had gotten married on the top of the World Trade Center, and the story of their marriage and this moment of love that had happened for them on the top of this building that had now been destroyed. Ou d'autres personnes qui avaient eu l'occasion de se marier donc au sommet des tours et qui aujourd'hui donc sont face à un avant et un après. And I realized my mother was approaching this project at this moment when her mother had just died. My grandmother had just died. Il se trouve que ma grand-mère est décédée juste après et tout ça faisait écho à ma propre mère aussi. And my grandmother had Alzheimer's, so she was unable to remember her own history. Ma grand-mère avait la maladie d'Alzheimer, donc était dans la capacité de se rappeler de sa propre histoire. And I think that my mother was realizing how important the act of storytelling and history was, and that my grandma couldn't do that and couldn't access her own story. And I think my mother telling the story of 9/11 and finding the unlikely stories and the unlikely histories was so much about letting those stories be heard and sort of acknowledging the importance of storytelling in order to heal from a disaster. Et donc, pour ma mère, c'était très important de pouvoir raconter ce qui s'était passé, dû au fait aussi que sa propre mère n'avait pas eu l'opportunité durant sa vie de le faire, et toute l'improbabilité des histoires qui furent racontées dans cette émission fit écho à tout. I'm sorry I ignored your question. Oh, that's okay. Désolé de ne pas avoir répondu du tac au tac à la question. Eddie, donc vous parlez d'une famille qui est directement affectée par le 11 septembre. J'ai cru comprendre que ce n'était pas votre cas spécifique à vous, en tout cas j'espère ne pas m'être trompé. Du coup, vous êtes forcé de vous mettre à la place de ces victimes collatérales et d'essayer d'imaginer ce qu'elles ont ressenti. Est-ce qu'à un moment du processus d'écriture, vous n'éprouvez pas une sorte de complexe d'imposture en vous disant je ne sais pas de quoi je parle, je n'ai pas le droit de parler de ça à la place des gens. Et est-ce que vous avez rencontré, pour essayer de comprendre, des gens qui avaient été personnellement affectés par cette tragédie? No, I was lucky enough not to be directly affected. I did know about a dozen people who were killed, guys I played basketball against growing up, and guys I knew from hanging out at the bar. Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir été directement touchée. J'ai entendu parler d'une douzaine de connaissances que j'avais connues, des gens contre qui j'avais joué au basket ou que j'avais rencontrés au bar. And picking up on something Colm and Ben said, I remember feeling like 9/11 had been used for so many different purposes, right? As a rationale to go to war,
as a backslapping, patriotic, you know, we can do whatever the hell we want type thing? Et je voudrais faire écho à ce qu'ont dit Ben et Colin, c'est-à-dire que oui, le 11 septembre a été utilisé à diverses fins. Ça a été utilisé pour justifier une intervention guerrière ou encore pour ce sentiment patriotique où on se sent tout permis à cause de ce qu'on a vécu. But at the end of the day, for me, it was always like a real thing that happened to real people, right? The individual tragedies, to me, were the story. And I wanted to sort of, in some ways, the book was an attempt to bring it back to this very small level and show when something like that happens, the consequences for like a family, rather than large scale. It was an attempt to be very small. Mais finalement, à mon sens, c'est une expérience réelle qui a touché des gens qui sont bien réels. C'est une tragédie à niveau personnel et individuel. Et c'était mon intention. Je voulais ramener cette tragédie à sa dimension individuelle et les conséquences, montrer les conséquences que cela peut avoir sur une famille. But weirdly, for someone who wrote a book that was with 9/11 sort of at the center in some ways, I too don't know how to talk about it anymore in some ways. And I remember vividly feeling the sort of visceral, almost biblical rage at the time that it shames me a little bit to think of it now because I know what that rage, what that feeling was put to, you know, how it was put to use. Alors ça peut paraître étrange pour quelqu'un qui a écrit un roman où le 11 septembre est au cœur du roman, mais moi-même, je ne sais plus comment en parler. Et je me souviens précisément d'avoir ressenti au moment des faits une rage viscérale presque de dimension biblique. Et je sais que mon rapport a changé par rapport à ça, car je vois comment cette rage a été utilisée et à quelle fin. And weirdly, I remember specifically, I actually was in Ireland when the Iraq invasion took place, and the Irish, who were usually very hospitable and accommodating to Americans, were sort of aghast that this was happening. And I remember having this very strange disconnect. I wasn't for the war, but I just was sort of like, wow, you know, it was a way of using that sort of rage. And when I saw how other people from other countries were sort of reacting to it, it made me realize how even like I could be manipulated as well, if that makes sense. Alors, j'étais en Irlande quand il y a eu l'invasion de l'Irak et je me souviens, donc les Irlandais d'habitude si accueillants, si chaleureux avec les Américains, étaient choqués par la décision qui venait d'être prise et je me souviens que je me sentais déconnectée car je n'étais pas forcément pour la guerre, mais je me suis rendu compte en voyant la réaction des autres pays et des autres populations que, en réalité, c'était facile de manipuler ce sentiment de rage que nous ressentions. Enfin, j'espère que c'est clair ce que je dis. So, just to finish, in writing it, I tried to walk a very fine line between being respectful, but also being real. And some of the reaction on Staten Island and other places did not show the better angels of our nature. Alors, pendant que j'écrivais ce roman, j'ai essayé vraiment de me tenir à une distance égale entre le respect et la réalité des choses. Et il est vrai que certaines réactions à Staten Island ne montraient pas ce qu'il y a de mieux dans la nature humaine. Merci. Juste après le 11 septembre, la plupart des écrivains, vraiment dans les semaines qui ont suivi, se sont trouvés, comme tout le monde, dans un état de sidération absolue. Et je crois qu'un certain nombre d'entre eux se sont dit qu'ils ne pouvaient plus écrire. Bon, ça a été quelque chose d'assez provisoire, mais je pense que ce n'était pas seulement dû au choc ressenti, mais aussi à l'impossibilité soudaine de se projeter dans l'avenir, parce que finalement, les écrivains, comme les autres, pouvaient avoir une vision de l'avenir relativement linéaire avec des choses qui étaient prévisibles. Et puis, soudain, il y avait cet événement qui remettait tout en question.
Ben, il m'a semblé comprendre que vous trouviez à Paris peu de temps après les attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que c'est exact? Donc, c'est pas la première fois que vous êtes dans un endroit où il se passe ce genre de choses. Vous devez presque être blasé. Est-ce que, pour vous, en tant qu'écrivain, les attentats vous intéressent, entre guillemets, dans la mesure où ils sont justement des accélérateurs de fiction ou des événements qui vont réorganiser le futur et donc qui sont pour vous à chaque fois qui vous posent un vrai challenge, quoi. Yeah, well, terrorism is it's an attack both on individual bodies with horrific effects, and it's a narrative strategy. It makes, like you say, like it destroys one fiction about the world that a community might have, and it tries to replace it with another. Le terrorisme, c'est à la fois une attaque qui touche les individus dans leur corps, dans leur chair, mais c'est également le remplacement d'une stratégie narrative par une autre. On détruit l'idée qu'une société se fait d'elle-même et on la remplace par une autre. I think the danger with kind of periods with it's like kind of post September 11th or post an attack or post March 11th in Spain. I was in Madrid when that happened, is that it can be a way of forgetting the complex histories that lead up to that moment. So September 11th was a total shock, and certainly for people who are like going to work and suddenly the towers are collapsing, it's a total shock. But also geopolitically, there was a long, story behind it. A story that sometimes the event, the image of the towers collapsing is used to occlude. So we forget a colonial history, or we forget a history of state-sponsored violence. So I think in fiction, what fiction as an instrument is good at doing, I think this is kind of what Molly was talking about, is this really delicate calibration between personal loss or experience and those larger historical rhythms. And I don't think the novel can really solve the problem of those contradictions, but it can kind of present them in a way that's felt. So it can be a counter-history, to the narrative that, like, we were a benevolent presence in the world, and then this thing happened on September 11th, and now it's a different world. It can help work against that kind of official memorylessness. En fait, il y a la période de l'après, qui est la période délicate, me semble-t-il, après le 11 septembre, après le 11 mars à Madrid, puisque j'étais à Madrid. On se concentre sur les conséquences de l'après et on oublie souvent ce qui a précédé l'événement. Par exemple, le 11 septembre, évidemment, ça a été le choc et la sidération pour tous ces gens qui se rendaient au travail ce matin-là, comme tous les matins. Mais toute la période de gestation géopolitique, tout ce qui a mené à cet événement, la violence d'État, le colonialisme, a totalement disparu devant la violence de l'image. Et la fiction, en tant qu'instrument, comme le dit justement Molly, peut-être nous servir justement à faire le lien entre les tragédies individuelles de nos vies et les grands mouvements, les grandes tragédies qui affectent la société. Ça permet de rendre du sens, ça permet de remettre du lien contextuel, ça permet d'écrire la contre-histoire dans laquelle on peut inscrire nos histoires individuelles. Merci. Colm, difficile de ne pas évoquer, quand on parle de New York, un autre écrivain, Don DeLillo, qui dans son roman L'homme qui tombe, The Falling Man, évoque de façon assez frontale les conséquences du 11 septembre et met en scène un artiste qui se suspend à l'envers avec une jambe repliée. C'est le fameux homme qui tombe du titre. Et il évoque évidemment cette photo tristement célèbre d'un businessman qui tombe d'une des tours. Vous êtes attaché à la figure de Philippe Petit, dont l'exploit précède évidemment très largement le 11 septembre. Mais dans votre livre, et que le vaste monde poursuive sa course folle, est-ce
que par cette figure-là, même si le 11 septembre n'est pas du tout le thème de votre livre, est-ce que d'une certaine façon, il préfigure quelque chose, une sorte d'oracle qui serait lié au 11 septembre, ou en tout cas un témoignage sur la fragilité de nos existences? Thank you for bringing up Don DeLillo, because DeLillo did something very interesting right after 9/11. The choice for the writer, it seemed to me, if you were going to write about 9/11, was to go immediately into the heart of things and have the dust falling on the very first page, or else you worked away from it. It's kind of like this prospect of the local and the universal. You know, which do you take? The local is the universal with the walls taken down, and the universal then should become the local. Nobody understands that better, it seems to me, than DeLillo. And I love what he did with Falling Man. In fact, the first line of Let the Great World Spin was going to be, before he published Falling Man, the prospect of a falling man. That iconic image, which was sort of written beautifully about by an American journalist by the name of Tom Junot in Esquire magazine, is probably the prevailing image that we have in our heads, apart from the actual towers coming down. The counterbalance to that, the Shiva against that, was of course Philippe Petit's act of creation, which stood almost in perfect opposition to the act of destruction. Not that he prefigured anything, but now in our imaginations, we can go down to the World Trade Center and we can actually see Philippe Petit up in the air if we want to. This is the beauty of art. This is the beauty of being reckless with the body, with image, and with idea, and this is what writers can do. They can create something that is lasting and beautiful, that stands in opposition to the terror that's there. Merci d'avoir mentionné Don DeLillo, qui a fait un boulot absolument incroyable avec ce livre Falling Man. D'ailleurs, la première phrase de mon livre, Que le monde poursuive sa course folle, devait être, avant que soit publié ce livre, l'image d'un homme qui tombe. Et on a deux solutions quand on veut parler d'un événement comme le 11 septembre. Soit on va directement au cœur de l'événement et on a la poussière qui vous tombe dessus. Soit, au contraire, on s'éloigne et on en parle de loin. C'est un peu comme cette différence entre le local et l'universel. Le local doit mener à l'universel, de même que l'universel doit nous ramener à l'aventure individuelle. Et en opposition à toute cette horreur qui est décrite sur le champ, alors on a le contrepoint qui est la grâce de cet exercice d'équilibrisme qu'a fait Philippe Petit. Et si on va aujourd'hui à Manhattan, si on va sur le lieu où étaient les tours, on peut voir Philippe Petit qui marche entre ces deux tours. On peut le voir, on peut l'imaginer, et la beauté de ce geste où on risque, où on ose l'aventure de risquer son corps au milieu de l'espace vide, c'est ça aussi que nous faisons, nous, en littérature, si vous voulez. Il faut toujours qu'il y ait, grâce à l'art, ce contrepoids entre la beauté, la grâce d'un côté et l'horreur de l'autre. So, in the face of all available evidence about who we are and where we live, we still have language to negotiate it. Et confronté à ce que nous sommes, il y a fort heureusement le langage qui nous permet d'avancer. Merci. Molly, je suis tombé il y a peu de temps sur un article du New York Times de 2011 qui dit que finalement, et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, les choses dans le domaine de l'art ont assez peu changé depuis le 11 septembre. Ça devait être un moment clé, un séisme, et puis ça n'est pas vraiment arrivé. Alors moi je m'y connais assez peu, mais vous probablement beaucoup plus que moi dans la peinture. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment eu entre guillemets le Guernica qu'on pouvait attendre. Voilà, peut-être que les gens se sont contentés d'évoquer cette
tragédie en creux ou de façon plus ou moins détournée. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition et comment analysez-vous cette sorte de non-réponse à l'événement ou de réponse très très détournée? Est-ce que c'est quelque chose de conscient de la part du milieu artistique? Well, I think art is, in a certain way, it doesn't change ever, right? In the sense that it's always the artist's job is always the same, which is to, exactly like Ben was talking about, bring the individual and the public together, or the collective together, and I think draw those emotional associations between the two. And I think, yeah, I mean, I think there was a lot of art made in reaction to 9/11, and as there is with most political tragedy. But the question is, how does the artist approach that? Like, how do you tell the story, and how do you make those associations and bring them to light through art? I mean, there's one project that is in the 9/11 museum that I think is interesting. It's Spencer Finch, and he made watercolors of every report of the color of the sky on 9/11, and I think it's those kinds of things. So it's this huge wall of blue squares, blue watercolors, and in all of the recordings that my mother gathered, it all started with the same sound bit, which was the sky was so blue that day, and this sort of this irony of this blue day, this like beautiful day, and then this tragedy happening in the midst of it. And then the artist's job is to find that little piece, that little connection that kind of sets off an emotional trigger for the viewer. Oui, je pense, comme l'a dit Ben, il y a donc une relation directe avec l'art après le 11 septembre. Je n'ai qu'en mémoire certaines choses que ma mère m'a dit sur la beauté du ciel, le bleu très vif et, ce jour-là, et aussi un projet qu'avait fait Spencer Finch concernant les cascades d'eau, le degré, les variations de ces couleurs qui s'apparentent à des degrés sur la couleur bleue. Merci. Eddie, j'ai lu une citation dans une interview sur votre site à propos de la ville de New York. Vous dites « Bring your energy and bring your dreams. That's all you need to be considered a New Yorker. » Apportez votre énergie et vos rêves, c'est tout ce qu'on vous demande pour vous accueillir en tant que New-Yorkais. Ce sens de l'accueil, de l'opportunité, du potentiel qui est associé à New York est peut-être d'une certaine façon une des raisons aussi pour lesquelles cette ville si cosmopolite et si accueillante pour les gens du monde entier a été touchée. Est-ce qu'il existe toujours aujourd'hui ce sens de l'accueil? I think New York still welcomes everyone, but it's not in the sense of you're going to be embraced with open arms. Alors je pense que New York est toujours accueillante, mais on ne peut pas exactement dire qu'elle accueille tout le monde à bras ouverts. But like, come here and you know, you're not going to be judged. You work hard, do what you want to do. That was always sort of the traditional, I think, essence of New York, is that people came from all over the world and all over the country to come there. In the last 10 years or so, it has begun to feel a little more corporate, for lack of a better word. Alors oui, ce concept de venez et vous ne serez pas jugés, et vous travaillerez dur et vous y arriverez, c'est l'essence traditionnelle de la ville. Les gens venaient du monde entier, du pays, pour aller à New York, et
Bon, je pense qu'au cours de ces dernières années, il y a plus une ambiance d'un monde d'affaires à New York. But for me, I've always had a strange sort of relationship, I think, with what I think of as the city. Because, as I said earlier, Staten Islanders often feel like exiles in their own city. And I remember distinctly having a conversation with someone who was from Cleveland, who, when I said I was from Staten Island, she said, that's not part of New York. And I said, but you're from fucking Cleveland. Alors j'ai un rapport très étrange par rapport à la manière dont je conçois la ville. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens de Staten Island se sentent comme des exilés dans leur propre ville. Et je me souviens distinctement d'une conversation que j'ai eue avec une personne qui venait de Cleveland. Et quand je lui ai dit que j'étais de Staten Island, elle m'a dit « mais en fait, tu n'es pas de New York ?» Je lui ai dit « oui, mais toi, tu es de Cleveland et c'est bien loin tout ça. » So I may not be the best person to ask this question because the city, as I think of it, still has a very romantic appeal to me. It's the Oz or the the Emerald City at the other side of the ferry, and I still sometimes I live in Brooklyn now, but I still sometimes feel myself like wow, I made it. I'm in Brooklyn. I'm in Manhattan. Like I've made it. So to me, the city still in a sort of silly sentimental way still has that appeal. C'est une ville pour laquelle je ressens un espèce de romantisme parce que je pense toujours à ces couleurs d'or et d'émeraude de l'autre côté du ferry. Et aujourd'hui encore, ça m'arrive de me dire, j'habite à Brooklyn, oui, j'ai réussi, je suis à Manhattan, je suis à Brooklyn. Donc oui, j'ai un sentiment, cette ville exerce toujours cet attrait romantique. Merci. Ben, c'est un petit peu un prolongement de la question précédente. Je voulais revenir sur le fait qu'en France, il y a 2 mois, on a été touché par un attentat d'un genre assez particulier à Nice, 8 mois après le Bataclan et puis encore après les attentats de Charlie Hebdo. Et on s'est rendu compte dans les réactions que les gens commençaient à avoir du mal à prendre la mesure de tout ça, que d'une certaine façon, une terrible façon, l'impact des attentats de Nice dans la conscience des gens était déjà presque un peu atténué par rapport à ce qu'on avait déjà vécu, comme des gens en Israël peuvent le vivre. L'accumulation finit par émousser presque l'impact. Et d'une certaine façon, tout peut nous apparaître sous un jour, à moins qu'on ait été touché de façon très personnelle, comme presque des fictions, c'est-à-dire des histoires qu'on nous raconte, comme si on ne pouvait pas prendre pleinement la mesure de la réalité de tout ça. Est-ce que le risque, entre guillemets, des attentats, ce n'est pas aussi de presque devenir une forme de fiction? Et est-ce que pour vous, écrivains, c'est pas aussi un problème, ça, d'écrire là-dessus, même si c'est de façon détournée? Est-ce que c'est pas aussi contribuer à rendre les frontières de plus en plus floues entre la réalité et la fiction? I remember I lived in Spain during the invasion of Iraq, which all of these things are like repetitions. Like it was our second invasion of Iraq. The World Trade Center was the second attack on the World Trade Center. And I remember reading the New York Times like almost every day, and I ended up putting this in my novel. Like every day it would the line, "the deadliest day since the invasion began," would appear over and over again in the newspaper, the deadliest day since the invasion began. So it was like a kind of Groundhog Day, and it was numbing. I mean, it was a way of making the reality that sentence signified disappear. Alors moi, au moment de l'invasion de l'Irak, la deuxième invasion d'ailleurs, comme ça avait été la deuxième attaque sur les tours, je vivais en Espagne. Et je lisais le New York Times tous les jours, je le dis d'ailleurs dans mon roman, et tous les jours l'article commençait par cette même phrase: « Aujourd'hui a été le jour le plus meurtrier depuis le début de l'invasion. Aujourd'hui a été le jour le plus meurtrier depuis le début de l'invasion. » Et à force de le lire,
cette phrase a perdu absolument tout contenu, tout sens. Elle est devenue absolument vide de sens. I don't know if the repeated attacks have the effect of being desensitizing exactly, but I think they have, I think the temporality of terror, the temporality of the news cycle, the kind of onslaught of information that actually makes it difficult to have any narrative purchase on a global condition can be overwhelming in a way that then makes people desperate for somebody who will explain something in the simplest possible terms. And that, of course, is the condition out of which figures like Trump arise, who speaks a language totally free of meaning, but delivers it with the affect of a kind of confidence that appeals to people who are just scared about the kind of onslaught of information. I mean, the other thing I would just say about terror is one of the ways terror works. I grew up in Kansas, even though I live in New York, where the terror is used to mobilize populations is often not in Paris or in New York, it's in the Midwest. So everybody I know in Kansas is armed and horrified of the next attack. And most of the people I know in New York are also scared of the possibility, but are also kind of determined to live their lives without capitulating to terror. So I think that the effect of an attack is often displaced. The political effect of an attack is often displaced and mobilized for scary purposes. Alors je ne sais pas si ces événements répétés, récurrents, finissent par nous désensibiliser. Je crois que ce qui joue beaucoup, c'est la temporalité des médias. Le fait qu'un événement après un événement, c'est difficile pour l'être humain moyen de donner du sens, de faire la jonction, de mettre du liant. Et par conséquent, pour pouvoir simplement concevoir dans son esprit ce qu'il arrive, quelqu'un arrive souvent et explique ce qui se passe de manière très très simple. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître Donald Trump, qui, bien que ce qu'il raconte n'ait aucun sens, est rassurant pour les gens. Il est sûr de lui et il rassure tous ces gens qui sont terrifiés par ces informations qui viennent de partout et dont ils n'arrivent plus à relier les différents tenants et aboutissants. Je vis aujourd'hui à New York, mais je vous ai dit, j'ai grandi dans le Kansas, et en fait, je vois la population du Kansas qui est une population absolument terrifiée par la perspective d'attaque ou d'attentat. Chaque personne que je connais au Kansas est armée, préparée, horrifiée, l'abri anti-atomique est là. Et par contre, mes amis à New York, je vois que nous sommes tous tout simplement déterminés à continuer à vivre comme avant, à ne pas capituler. Et c'est là qu'on voit que très souvent, l'effet politique de l'événement ou de l'agression, il est déplacé. Il ne se produit pas là où on l'attend. Merci. Colm, on a évoqué le roman de Don DeLillo. C'est évidemment pas le seul roman à prendre en charge le 11 septembre. On peut citer Jonathan Safran Foer, par exemple, Jennifer Egan, Claire Messieux. Enfin, il y a un certain nombre de romans qui traitent des conséquences du 11 septembre. Est-ce que vous pensez qu'il revient à la littérature d'aider les gens à comprendre, à prendre cette réalité en charge, à l'intégrer? Est-ce qu'il revient toujours à la littérature d'aider les gens à vivre l'après? Est-ce qu'elle a encore ce pouvoir? Et est-ce que c'est ainsi que vous vivez votre mission d'écrivain, entre guillemets? How do I see my mission as a writer? Wow. First of all, it's not my place to tell anybody what they should or should not write about. D'abord, c'est pas à moi de dire à qui que ce soit comment il devrait écrire et sur quoi il devrait écrire. My own personal responsibility is different, and I feel that yes, I have to engage with what I see going on around me. But it's tremendously difficult, especially as a writer in the United States, where nobody is really listening that much anymore.
Mais pour ce qui est de ma responsabilité personnelle, oui, je pense qu'il faut que je m'implique dans ce qui se passe et que j'écrive sur ce qui se passe. Cela dit, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne nous écoute pas beaucoup. Because reality it sort of slaps us in the face. I mean, talking about Donald Trump or Anthony Weiner or people like that, reality trumps fiction in so many extraordinary ways. I mean, who could possibly have even wanted to imagine that somebody like Donald Trump would be running for the president of the United States? Mais il faut bien dire que la réalité passe son temps à dépasser la fiction. Enfin, je veux dire, qui aurait pu simplement vouloir imaginer un personnage tel que Donald Trump et s'imaginer qu'il allait pouvoir être candidat à la présidence. But my job is to still have rage about what is going on, and to be aware that no matter what I do, it's going to fail. And I endlessly quote Beckett in relation to this, but it's such a beautiful quote. No matter, try again, fail better. Mais bien sûr, je continue à avoir la rage de dire les choses, mais en ayant parfaitement conscience que de toute façon, je vais échouer. Et je passe mon temps à citer cette magnifique citation de Beckett qui dit « Essaye, échoue, échoue encore, échoue mieux ». And so as Molly says, you got to get out and you have to get out and tell the stories, no matter, get to the heart of the matter in any way that you possibly can. That's the job of the writer. Et comme le disait Molly, il faut aller chercher, raconter les choses, faire en sorte que ces histoires soient dites, aller au cœur des choses. C'est ça le travail de l'écrivain. If I could jump in and respond to a couple of things that were said. You were talking about the repetition of tragedies before, and it struck me, and Cullum's book, I'm going to say this, is one of my favorite books, and the last line in it is, I think, the world spinning, right? Alors, je voudrais juste réagir sur certaines choses qui ont été dites. Vous parliez donc de la répétition des tragédies et j'ai été saisie par quelque chose. Je voudrais tout d'abord dire que le livre de Cullum est l'un de mes préférés et je pense que ça se termine sur le monde tourne. And while the tragedies also repeat constantly, and human beings aren't going to stop being awful to one another, what you also realize, and I think the moment for me, becoming a parent really sort of changed this for me, is my daughters have no idea about 9/11. They have no idea about the Iraq War. They have no idea about all the awful things that have happened or been done in the name of all of these things. Alors, les tragédies se répètent et les humains seront toujours horribles parfois les uns avec les autres. Et on se rend compte, par exemple, le moment où je suis devenue père était très particulier parce que je vois que mes filles ne savent rien au sujet du 11 septembre, de la guerre en Irak, de toutes les choses horribles qui ont eu lieu après. So the world repeats in awful ways, but also occasionally in beautiful ways. The innocence of children, just a simple act of human kindness. And so I think hope that you can change, hope that you can fail better is what drives, at least for me, what drives a lot of writers. Alors oui, le monde connaît des cycles horribles qui se répètent, mais il y a également des cycles beaux. Et l'innocence des enfants, par exemple, en fait partie, ou encore un geste de gentillesse, tout simplement. Et donc, c'est vraiment l'espoir de pouvoir échouer mieux. C'est cet espoir-là qui nous guide en tant qu'écrivain. Sorry to interrupt. No problem. Molly, un de vos personnages principaux, Raúl Angales, donc cet artiste d'origine argentine, est un peintre qui a la particularité de peindre des gens. Il peint des gens qu'il croise la nuit dans New York, et à un moment, on lui fait un petit peu c'est même pas un reproche, c'est un sujet d'étonnement, mais on est dans les années 80, plus personne ne fait ça, peindre des gens. Et pourtant, c'est chez lui, dans ce qu'il fait, c'est ce qui va
toucher les autres, et notamment ce critique d'art. Il remet au goût du jour cette idée de donner à voir les gens. Est-ce que finalement, c'est pas ça une des réponses qu'on peut apporter à une tragédie comme celle du 11 septembre? Si vous deviez écrire sur l'après 11 septembre, est-ce que c'est ce que vous feriez aussi, peindre les gens? That's a really good question. C'est une très bonne question. Raúl, who is the Argentinian painter in my novel, comes from a background of massive tragedy. Raoul, donc le personnage, le peintre argentin, vient lui-même a subi une tragédie personnelle. His parents are killed when he's a teenager, and he's left alone in a house with his sister, totally orphaned and not knowing his place in the world. Ses parents furent tués et il est devenu orphelin et sans savoir la place qu'il occupe lui-même dans le monde. And the way he sort of saves himself is he takes an art class and he begins to start painting portraits of the people that he sees around him. La façon dont il s'affranchit de cette tragédie, c'est qu'il prend une classe de dessin, d'art, et il commence à peindre les gens tels qu'ils sont. And the people actually, even though they're two-dimensional, become real. And suddenly, Raúl's void starts filling slightly. Et bien que les gens qu'il dépeint peuvent apparaître doublement dimensionnels, soudainement et lentement, la vie apparaît comme réelle pour lui. So it's creating this sort of solidarity with art, where art and the people that inhabit the artworks become actual companions. Et ça crée une certaine solidarité et enfin l'art se métamorphose. And I think, yes, if I was going to approach 9/11 as a subject in my writing, I think it would be similar to how my mother accessed it, which is bringing the personal to the larger scope, which Je pense que j'appréhenderai de la façon dont ma mère elle-même a peint, et c'est-à-dire que j'essaierai d'être aussi vrai que possible. When I saw the footage of the World Trade Center as a 16-year-old in California, it didn't make any sense to me. It was an abstract, surreal image. I had never been to New York City. Lorsque j'ai vu les archives donc, du 11 septembre, tout ça m'est apparu complètement abstrait, n'ayant jamais été à New York. And it wasn't until I could, this may sound selfish, but it wasn't until I could inject my own story into it that I could actually understand what it meant to be physically in New York. And I moved to New York to do an artist residency that actually used to take place in the World Trade Center. Et ça peut paraître égoïste, mais ce n'est qu'en fait, lorsque j'ai pu déménager à New York, que j'ai compris ce que c'est que d'être artiste et comment ça pourrait évoluer. And suddenly I was existing in downtown Manhattan, and I could finally, after 10 years after it had happened, I could finally understand what this would mean in sort of a physical way and to the actual landscape of New York City. Ce n'est que 10 ans après, dans Manhattan, que j'ai compris physiquement ce que ça pourrait représenter pour moi. So I think the personal becomes really important in art and writing. Et je pense que la notion personnelle devient évidemment très importante dans l'art. Merci. Et dire rapidement, parce que le temps presse, on voit à la fin de votre livre, il y a une évocation de ce qui s'est passé réellement le 11 septembre pour les personnages de votre famille, alors que jusqu'à présent, dans le livre, on s'est contenté de voir ce qui leur arrivait bien longtemps après. Et moi, je me suis souvent demandé à la lecture du livre si vous alliez nous parler de ça, de ce qui s'était réellement passé, même si on le sait, hein, que Bobby est mort dans les tours, mais comment ça a été accueilli, entre guillemets, par sa mère, notamment sa femme, on ne le sait pas. Et vous choisissez de le dire pratiquement à la fin du livre. Est-ce que c'est un point sur lequel vous avez hésité? Est-ce que vous auriez pu ne pas en parler?
I did hesitate about writing about the day itself, but again, I thought it was to tell the story of this family and not talk about a little bit that their feelings and their emotions on that day would have been taking the easy way out. Alors j'ai hésité à écrire sur le jour fatidique, le jour de l'événement, et je me suis dit que de raconter cette histoire, de raconter l'histoire de cette famille, de ne pas parler de leurs émotions, de leurs sentiments ce jour-là, ça aurait été prendre la voie de la facilité. And I just remember, I thought it was important to convey, I remember very well the feeling on Staten Island and around New York in those days and weeks afterwards. Just, there was, people were still, some people who were waiting, they thought they were going to find more people. Et j'ai pensé qu'il était important d'exprimer, de montrer le sentiment qui régnait à Staten Island et à New York les jours et les semaines qui ont suivi les attentats. Et les gens attendaient en fait des nouvelles parce qu'on pensait qu'on cherchait encore des personnes dans les débris. And that the mother of the firefighter who was killed is the main character, and I wanted to present that sort of ridiculous but real hope that she had, that he may have somehow survived this. Et la mère est le personnage principal dans le roman, et je voulais montrer cet espoir presque absurde mais bien réel, que cet espoir qu'avait cette maman que son fils ait pu s'en sortir d'une manière ou d'une autre. And it's in the book. No one has really noticed this, but the image that sort of jolts her to the realization that her son is dead is what became a very famous image of what was told at the time to be Palestinian women celebrating in the streets. Et peut-être personne ne l'a remarqué dans l'ouvrage, mais le moment ou l'image qui fait comprendre à cette mère qu'il n'y a plus d'espoir, c'est donc une image dont on a beaucoup parlé, et c'est cette image qu'on a vue de femmes palestiniennes qui célèbrent cet événement dans la rue. Which I believe later turned out to be false. It was footage from something else, but it was an example too of just touching on people's, again, biblical tribal rage and the mother experiencing it in this one moment. So I thought it was important to touch on that aspect. Alors oui, finalement, il s'est avéré que ces images étaient fausses, ou en tout cas qu'elles relevaient d'un autre contexte, mais je pensais qu'il était important de l'inclure pour voir comment on a pu exploiter cette rage viscérale et de dimension presque biblique, comme je disais. Merci. Ben, vous avez 2 romans à votre actif, mais vous avez aussi une carrière importante de poète. Je crois que votre roman 10h04, d'ailleurs, au départ, a commencé un petit peu par un poème. Est-ce que la poésie peut apporter un autre genre de réponse au 11 septembre ? I mean, the oldest task to a certain degree of the poet, I think, is the elegiac task. It's like the task of bearing witness to a tragedy and trying to imagine how language can not try to compensate for it, but just try to place the kind of activity of culture in the void of a surpassing disaster. I mean, I don't know if I think fiction and poetry, I mean, you can have successful or failed work in any genre trying to respond to a disaster. I guess my instinct is to say that what poetry might be really good at is silence in a way that the novel isn't always so good at. That is that in the level of the form of the poem, there's always the kind of felt absence at the right margin of the work. There's the activation of white space. The poem can be a theater where you really dramatize the limits of representation, and sometimes that kind of felt silence might be more eloquent than a narrative description.
But of course, that's not absolutely true, and fiction can also work with omission. But I do think of poetry as fundamentally involved with silence and the very limit of language in a way that has a special elegiac power, a way of failing better sometimes. Alors quand on y réfléchit, la fonction première de la poésie, c'était la fonction élégiaque, c'est-à-dire de rendre compte d'une tragédie, de témoigner d'une tragédie et d'utiliser ensuite le langage pour inscrire cette tragédie dans un contexte, pour l'inclure dans une culture, ce qui permet collectivement et humainement de surmonter le désastre. Ensuite, pour ce qui est de réussir, est-ce que le roman ou est-ce que le poème est plus adapté à surmonter la tragédie, je ne sais pas, ça dépend du roman ou du poème. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve dans la poésie le silence qui est une forme de prise en compte des limites de la parole et qui laisse un espace vierge et qui laisse un espace dans lequel peuvent se mettre en scène les limites de la représentation. Et ça, c'est quelque chose que le poème fait beaucoup mieux que la fiction. C'est dans ces limites du langage du poème que l'on décrit peut-être le mieux l'absence et la perte. Merci. Colm, on va finir avec vous et la première nouvelle de votre recueil qui met en scène un vieux monsieur, comme on l'a dit, qui s'appelle Peter Mandelson, qui a 82 ans. On ne va pas dire ici comment se termine la nouvelle, mais il y a quelque chose de profondément nostalgique dans cette histoire. On a l'impression d'assister un petit peu, on assiste à la fin du monde intérieur de cet homme et peut-être à la fin d'un certain New York ou d'une certaine idée de New York. Est-ce que, d'après vous, il est peut-être temps aujourd'hui de passer à autre chose et de faire le deuil d'un certain New York ou d'un certain art de vivre, d'une certaine forme d'espoir? Est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère et est-ce qu'on doit s'y adapter? Well, I mean, New York is that constantly sort of changing city. It doesn't look backwards. It's like, it's like the towers fell like 2 pillars of salt, but still New York it kept looking forward. New York is much less nostalgic than the rest of America, that's for sure. And the interesting thing to me about the whole image of 9/11 is that every single image, as Eddie was saying, has power. There was a level ground of meaning. When those towers came down, it was almost like they shattered. You could say anything. You could talk about a lone dog going across Brooklyn Bridge, and it had an inherent meaning. You could talk about a fire hydrant on the street, and it had meaning. You could talk about the men sifting through all the rubble, the debris. You could talk about like a piece of dust on the air that could have had an eyelash in it, or everything was charged with meaning at that particular stage. So it seems to me that the job of the fiction writer and of the poet is to sort of isolate that image and make it sort of profoundly ring, and just keep on doing it. I don't know if it was the end of anything or the beginning of anything, but I do think that New York is a city that constantly, and what one of its beauties is that it constantly keeps changing, and we don't know what's going to happen with it next. New York est une ville qui regarde vers l'avant. C'est pas une ville qui regarde en arrière. Mais ce qui est sûr du 11 septembre, c'est que tout prenait sens, tout faisait sens. On pouvait parler d'un chien tout seul, solitaire, qui traversait le Brooklyn Bridge, et ça avait du sens. On pouvait parler d'un grain de poussière à l'intérieur duquel se trouvait peut-être un cil, et ça avait du sens. On pouvait parler de gens qui essayaient de trouver quelque chose au milieu des gravats ou au milieu de la poussière, et ça avait du sens. Et je crois que le rôle de l'écrivain, c'est peut-être cela, isoler une image et faire en sorte qu'elle résonne dans le cœur du lecteur. En tout cas, New York est une ville qui, bien plus que partout aux États-Unis, va de l'avant. And I feel weirdly that all 4 of us seem to agree
but I don't know what we've agreed upon. Et j'ai l'impression qu'on est tous d'accord sur ce plateau, mais je ne sais pas exactement sur quoi on est d'accord. Merci pour cette conclusion qui termine sur une note un petit peu iconoclaste. Ce débat consacré à un sujet qui, j'espère, vous n'avez pas trop trouvé ça trop funèbre. En tout cas, on va retrouver nos 4 écrivains cet après-midi en dédicace ou dans d'autres débats. Je voulais donc vous rappeler les 4 livres dont il est question aujourd'hui. New York, Esquisse nocturne de Molly Prentice chez Calman Levy dans une traduction de Nathalie Bru. Les petites consolations d'Eddie Joyce chez Rivage dans une traduction de Madeleine Nassalik. 10h04 de Ben Lerner chez l'Olivier dans une traduction de Jakuta Alika Vazovic. Et puis 13 façons de voir de Colum McCann, donc recueil de nouvelles chez Belfond dans une traduction de Jean-Luc Piningre. Merci à nos 4 invités, merci à vous pour votre écoute. Au revoir.